Le Périgord a toujours évoqué pour moi une terre bénie des dieux pour les amateurs de patrimoine et de paysages tout en douceur. C'est aussi un endroit qui invite à être curieux, à sortir des sentiers battus pour se laisser surprendre. Cela tombe bien car j'ai justement rendez-vous avec Nathalie. Eh, tu nous as dit 10 minutes, mais enfin ça fait 20 minutes qu'on... Mais non, c'est parce qu'on a fait un aller-retour. Sinon, ça met vraiment 10 minutes. Une jeune femme pleine de vie qui propose sur Internet des expériences souvent inédites à partager en famille ou avec des amis. Lors de ce petit voyage, j'irai également à la rencontre d'une autre Nathalie. Elle est photographe, a voyagé dans le monde entier, mais c'est ici, en pleine campagne, qu'elle a décidé de poser ses valises. Une belle photo, c'est de la faire avec son cœur et sa sensibilité. Le temps d'un détour en Périgord, j'aimerais bien comprendre pourquoi la Dordogne est pour celles et ceux qui s'y aventurent un petit paradis. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis venu visiter le Périgord, pour mon travail, mais aussi très souvent pour le plaisir. À chaque fois, je suis surpris d'être encore surpris. Celle avec qui j'ai rendez-vous m'a justement fait une promesse, me montrer des lieux que je ne connais pas. Salut Nathalie. Salut Eric. Félicitations, hein. Le lieu de rendez-vous là, il est génial, hein. Ici, on est à Saint-Léon-sur-Vézère. Waouh. C'est classé parmi les plus beaux villages de France et c'est le village où j'habite. C'est un peu la carte postale, hein, quand même. Ouais. La vallée de la Vézère, enfin la rivière Vézère Oui, plus ben là, exactement. en plus, Saint-Léon est vraiment situé dans un méandre. Il y a une boucle tout autour du village. Donc là, tu as l'église du XIIe siècle, l'église romane de Saint-Léon. Et puis alors, on a 3 châteaux aussi. Il y a le château de Clérance vers là-bas, il y a le manoir de la Salle. C'est vraiment un village super. Il y a des artisans, il y a des restaurants. On peut s'y balader, venir se baigner l'été. Bon, qu'est-ce que tu m'as préparé? Alors là, ce que je te propose, c'est de venir avec moi. On va aller au château de campagne parce que j'ai un article à faire là-bas pour mon travail. Comme ça, tu m'accompagnes? Allez. On peut y aller en vélo. C'est Eh pas ben, loin, il y a parfait. 20 minutes. Super, je te suis. Allez. Je comprends vite que Nathalie aime par-dessus tout partager ses découvertes, ses bons plans. Depuis son installation dans le sud-ouest, elle travaille pour le Guide du Périgord, l'un des premiers prescripteurs de tourisme sur Internet. On est au domaine de campagne. C'est un lieu qui est vraiment magique. Il y a plein de choses à y faire ici. Ça appartient au département. Et en fait, je suis là parce que j'aimerais bien faire un article. Il y a une ambiance là, les petites cascades, les plans d'eau. On est un peu hors du temps, hein. C'est Ah ouais, magique là. c'est génial. Je connaissais pas moi, hein. Tu me fais découvrir là. Il est beau, hein? Il est magnifique ce château. Il a une belle histoire en plus. Il y a plusieurs époques et c'était plusieurs châteaux qui ont été regroupés en un seul. Explique-moi comment tu travailles, parce que tu es toute seule. Il n'y a que moi. Et ben, il n'y a que moi, mon sac à dos, et c'est dedans que j'ai tout le matériel en fait. Donc je vais te montrer. J'ai d'abord le trépied, une gimbal motorisée, et dessus je mets ma super caméra. C'est mon téléphone. Bon, bah je te suis. Voilà. Je te fais assistant. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Go. Tu sais où il nous attend? Vers là-bas, la cascade. Ah! Nathalie m'explique que le château ne se visite pas et que l'on vient surtout ici pour l'incroyable parc créé au XIXe siècle par le marquis Raoul de Laborie de Campagne. C'est lui qui a fait planter plus de 10 000 arbres. En 1970, le dernier marquis ruiné lègue un domaine en piteux état. Restauré par le département de la Dordogne, il est aujourd'hui labellisé Jardin remarquable. Attends, c'est trop beau. La petite cascade, je vais te la faire, la photo ici. Allez, petit sourire. Tac. Tu me diras si ça te va, hein. Bonjour Thierry. Bonjour Nathalie. Merci de nous recevoir. Bonjour Thierry. Donc moi je suis ici pour préparer un article. Qu'est-ce que c'est ta fonction Allez. exactement? Alors moi je suis responsable du pôle paysage et espace vert au département de la Dordogne. D'accord. Donc j'ai en charge la gestion de ce domaine entre autres.
Oui. qui fait partie d'un des fleurons quand même des sites du département. Donc c'est pour ça qu'il est gratuit en fait, c'est parce qu'il appartient au département? Exactement, ça permet aux visiteurs de découvrir un patrimoine quand même assez exceptionnel dans cette vallée de la Vézère. C'est vrai que ce parc de 6 hectares qui entoure ce château avec cette forêt de 330 hectares autour, c'est un domaine assez exceptionnel. Ah, moi, c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé. Bien sûr, on est attiré par le château, mais très vite, je me suis dit, oh là là, de ce jardin. C'est ce qu'on appelle un jardin à l'anglaise, hein, c'est ça? C'est tout à fait le jardin à l'anglaise. Ah. On libère tout, on libère la végétation, on libère l'eau. Vous voyez ici la serpentine, où on retrouve des notions de cascade, de miroir d'eau. Le patrimoine arboré qui est assez exceptionnel puisqu'on a des arbres qui ont plus de 150 ans, dont un qui est classé arbre remarquable qui a bientôt 200 ans. Le séquoia géant qu'on a à droite du château qui a été classé cette année arbre remarquable parmi les 50 autres qui sont sur ce parc. C'est un patrimoine qu'il faut absolument conserver, faire vivre. Ici, on peut y venir, on peut y passer du temps, c'est gratuit, ça c'est vraiment Ça a super. l'air d'être important le fait que ce soit gratuit, non? Pour moi, oui, c'est très important parce que je trouve, comme tu le disais justement, qu'il ne faut pas être élitiste, que le patrimoine, ça doit être accessible à tout le monde. Et alors surtout que le Périgord, c'est une destination où il y a beaucoup de sites et c'est très bien, on a vraiment cette chance. Hein. C'est pour ça que les gens reviennent plusieurs fois parce qu'ils aiment à chaque fois y découvrir des choses différentes. Mais sur une semaine, c'est bien de savoir qu'il y a un endroit comme ici qui est hyper qualitatif où on peut venir avec son pique-nique et voilà, il n'y a pas de droit d'entrée et ça c'est chouette. Gratuitement, ouais, ici. Super, merci beaucoup Thierry. Écoutez, merci à vous. Alors, vous m'avez tous les deux parlé de la forêt. La forêt, là, c'est ce qu'il y a au-dessus. Oui. Moi, j'ai envie d'aller voir. Tu m'y emmènes? Oui, mais est-ce que tu es prêt à faire une belle grimpette parce qu'il y a un escalier, l'escalier Toujours des prêt. dames. Combien de marches l'escalier? 139 marches. Voilà. Ok, bah super, T'es on y prêt? va. Bon programme. Bonne promenade à vous. Et bravo. Merci beaucoup Thierry. Merci À à vous. bientôt. Salut, au revoir. Ça grimpe là? L'escalier des dames, t'es prêt? Ouais. 22 mètres de dénivelé positif, 139 marches. On est dans la montagne C'est du ça. Périgord. Voilà, on monte vers la forêt d'Aunagnal. Eh, tu nous as dit 10 minutes, mais enfin ça fait 20 minutes qu'on... Mais non, c'est parce qu'on a fait un aller-retour. Sinon, ça met vraiment 10 minutes. Donc en fait, on s'est un peu perdu pour rien s'est vous perdu, cacher. ouais. Ouais. Mais, Mais c'est pas grave Eh. parce que c'est fort joli le lieu. et puis est-ce que c'est pas une façon de découvrir en fait Tout à fait. ces endroits-là, de se perdre, Oui, hein? de se perdre, d'être surpris, de ne pas savoir à quoi s'attendre, de ne pas avoir fait de repérage. C'est sympa aussi. Moi, j'aime bien. Ça valait vraiment le coup, hein? Oui. Ouais, beau point de vue. Nathalie, tu fais partie des premières blogueuses en fait. Comment tu as commencé? Tu parlais de quoi au début? Moi, j'ai commencé grâce au film d'Al Gore. En 2002, en fait, j'ai eu un déclic sur l'environnement. Donc, comme j'ai fait des études dans le multimédia, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Là, c'était aussi bien un projet d'études qu'un projet perso. Donc, j'ai créé un blog sur l'environnement marin. Et puis après, j'ai voyagé pour mes études. Je suis partie en Irlande et puis après en Australie. Donc, j'ai continué à bloguer sur ce sujet. Et j'ai aussi commencé à bloguer sur le tourisme parce que du coup, ça a imbriqué mes deux passions. Et rapidement, comme je travaillais pour un tour du mondiste, un navigateur, rapidement j'ai eu envie de faire la même chose. Donc en fait, je suis partie, j'ai fait un tour du monde. Carrément. Ouais, pendant 18 mois. Mais alors, utiliser Internet, les blogs, les sites pour échanger, communiquer autour de ça, qu'est-ce que ça change pour toi par rapport aux médias plus traditionnels, on va dire? Bah déjà, c'est accessible hein, pour le commun des mortels. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut s'y mettre rapidement, c'est gratuit. Quand on a un petit peu de connaissances vite fait, comment faire un blog, on peut avoir une audience, parce que c'est aussi ça, hein, quand on écrit, c'est qu'on a envie d'être lu quelque part, et d'échanger, de communiquer, de partager. Il faut évoluer avec le média, il faut évoluer avec l'envie des gens aussi. Est-ce que tu qualifierais toi aussi la Dordogne de ton paradis? Alors oui, c'est mon paradis à moi. Ça c'est sûr que c'est. Il y a tout qui est réuni ici. Tous les gens qui viennent habiter ici et qui ne sont pas originaires d'ici, et il y en a beaucoup, comme moi, ils te le diront que les Périgordins, ils sont hyper accueillants. Bon, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas me faire découvrir maintenant? Alors, on retourne du côté de chez moi, vers Saint-Léon, et donc on va reprendre les vélos. Je vais t'emmener à un lieu qui est absolument époustouflant et incroyable. C'est comme un voyage de 7000 km. Waouh. Je t'en dis pas plus. Allez, on y va.
Le lieu est quand même assez étonnant. Où est-ce qu'on se trouve ici, Nathalie? Alors ici, on est toujours en Périgord, on n'est pas au Népal, on est à Dakpo. C'est un centre d'études et de méditation bouddhique. Et c'est vraiment un lieu qui est magique et qui est assez extraordinaire. Je crois qu'il y a un séminaire, je vais aller regarder et je te propose d'aller te promener pour faire ta découverte du lieu par toi-même. Ah ouais, j'ai bien envie de découvrir. On se retrouve après. Ça marche. Bonjour. Bonjour. J'ose à peine vous déranger. Je suis Eric. Ah, bonjour, je suis Jean-Guy. Bonjour. Et alors, vous connaissez bien ce centre? Je connais bien le centre parce que j'y suis depuis 30 ans à peu près. Ah ouais. Et je suis un des responsables du centre et aussi enseignant ici. Donc je connais un peu, oui. Je vous vois devant ce qu'on appelle des moulins à prière, c'est ça? C'est quoi le principe, entre guillemets? Le principe du moulin à prière, c'est simple. C'est qu'en fait, à l'intérieur, vous avez des mantras pour le bienfait des êtres. Et quand on fait tourner ces moulins, en fait, on dit que l'énergie spirituelle du mantra positive rayonne partout dans le monde. Et donc, on participe, vous participez au bien des êtres. Depuis combien de temps existe cet endroit? Ça a commencé en 1975, donc ça fait plus de 40 ans maintenant. Et ce sont des bouddhistes qui sont arrivés ici à l'initiative d'un propriétaire qui a voulu donner de la terre aux bouddhistes pour établir quelque chose qui contribue à la paix dans le cœur et sur la terre. Et maintenant ici, c'est un centre d'études et de méditation où il y a entre 3 et 5 000 personnes qui viennent tous les ans pour rencontrer l'enseignement du Bouddha, pour méditer, pour approfondir leur pratique spirituelle, pour aller mieux aussi. Alors tu vois là, tout autour, c'était une vieille ferme il y a 40 ans. On l'a un petit peu restaurée pour pouvoir accueillir l'embryon de la communauté. Et maintenant, on se dirige vers le lieu un peu central de ce site, c'est le temple. Le lieu est franchement totalement surprenant. Et puis, il se dégage quelque chose. On sent que c'est un endroit respectable et qu'on doit respecter, hein, notamment avec cette statue. C'est Bouddha, c'est ça? Donc c'est le Bouddha historique, Shakyamuni, qui a vécu il y a 2500 ans, qui était un humain comme toi et moi, et qui un jour a décidé de tout quitter pour chercher une solution à tout le mal-être, toute la souffrance qu'on peut rencontrer dans notre vie au quotidien, en fait. On doit souvent te poser la question, le bouddhisme, est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une philosophie? Alors, c'est un peu plus qu'une philosophie. Il y a une philosophie bouddhique, hein. Il y a un essai, il y a une manière de comprendre le monde, de comprendre l'esprit, de comprendre les autres. Donc, il y a toute une théorie bouddhique de la connaissance. Mais c'est aussi un aspect religieux, puisqu'il y a des congrégations. Notre congrégation a été la première reconnue par l'État français et qui ne soit pas catholique en 1988. Et en fait, on pourrait dire plutôt que c'est un mode de vie qui cherche à obtenir le bonheur en faisant aussi le bienfait des autres. Alors, c'était intéressant. Oui, c'était très intéressant. D'ailleurs, je me posais une question, Jean-Guy. Qu'est-ce que c'est ces monuments en fait? Pourquoi est-ce qu'on voit des gens qui tournent autour comme ça? C'est quoi Qu'est-ce que c'est leur but? Leur but, c'est en fait d'être comme des amplificateurs de souhaits. Et les gens tournent autour, font des souhaits pour le bien des êtres, pour leur propre bienfait aussi. On fait des souhaits pour que les choses aillent mieux dans la famille, avec les amis, dans le monde en général. Voilà, c'est à ça que ça sert. Nathalie me disait tout à l'heure que la Dordogne, c'était quand même un peu son paradis. Paradis, c'est un concept d'ailleurs qui est commun à pas mal de religions. Est-ce que c'est le cas pour le bouddhisme? En fait, dans le bouddhisme, le paradis, il est ici et maintenant, à partir du moment où on s'est libéré de tout ce qui entrave notre nature profonde. Le paradis, c'est dans notre cœur. C'est pas un lieu, c'est soi, on doit le trouver chez soi. On le trouve chez soi. Tu mesures qu'on a du chemin à faire? Oui, beaucoup. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. Bon. Merci beaucoup Jean-Guy, cet endroit respire de bienveillance et c'est vraiment un moment exquis qu'on a passé ici, notamment grâce à toi. Merci du fond du cœur. Merci Eric, merci Nathalie, puis vous êtes donc les bienvenus pour revenir, pour de vrai. reviendra. On reviendra. Ouais.
Il faut croire que vivre dans cet environnement aide à cultiver son jardin intérieur. Celle que je pars rejoindre maintenant a justement choisi de vivre en Dordogne pour cette raison. Nathalie Houdin s'est installée à Périllac-et-Millac, à l'est du département, pour créer des chambres d'hôtes et s'épanouir dans ses deux passions, la photographie et la nature. Nathalie m'a dit, c'est très facile pour me trouver. Tu passes devant la maison et tu vas au fond du jardin, sous les arbres. Et salut Nathalie! Bonjour Eric. Il paraît que si on trouve la fleur, on trouve Nathalie, c'est ça? Normalement, ça marche comme ça. Waouh, quel endroit sympa. Pourquoi tu m'as dit de venir te rejoindre ici? Déjà, l'avantage, c'est qu'on n'est pas loin de la maison. C'est ce qui est magique avec l'orchidée, c'est qu'on la trouve même dans son jardin. C'est quoi? J'avais même pas vu que tu étais devant une orchidée. Et ben voilà. En plus, elle t'attendait celle-ci. Hein. Donc tu fais des stages de photographie, je crois aussi bien pour les pros, mais aussi les amateurs. Quel est le premier conseil que tu donnes? Avoir un très bon appareil? Non, ce qui va d'abord faire la belle photo. Alors si on parle technique, ça va être l'objectif. Voilà, plus que le boîtier, voilà, pour avoir, surtout quand on veut faire une photo en macro-photographie, tu vois. Mais alors, la toute première qualité, en fait, pour faire une belle photo, c'est de la faire avec son cœur et sa sensibilité. Et ce qui est magique, c'est de se dire, bah oui, même dans mon jardin, j'ai des fleurs merveilleuses. Et l'orchidée, c'est justement une fleur, il y a plein de gens ne savent pas qu'elles existent, ne savent même pas qu'ils les ont dans leur jardin, alors qu'on en a un peu partout, quoi. Pour moi, c'est important de montrer à quel point elle est belle et à quel point il faut la protéger. Ça, moi, c'est l'essence même de mon travail. Tu as des photos incroyables où tout d'un coup, effectivement, comme une goutte de rosée, une fourmi sur un brin d'herbe, Oui. tout d'un coup, ça devient magique à travers ton regard. Mais tout est beau. Mais c'est pas qu'à travers mon regard, c'est ça en fait que je veux partager, c'est que tout le monde peut avoir ce regard. Il faut juste prendre le temps, se poser et profiter de cette nature. Tu as commencé en faisant des photos animalières dans les Alpes, je crois, avec des photos de bouquetins qui sont d'ailleurs incroyables. Mais tu continues avec les animaux. Tu as toute une série en ce moment sur les plumes. Comment t'appelles d'ailleurs cette Alors série? mon exposition s'appelle Porte-Plume. Ah oui. Voilà, donc c'est une hymne aux oiseaux. Alors, ça faisait longtemps que je voulais faire une exposition sur les oiseaux et puis j'ai essayé de trouver un petit axe qui change un petit peu. Et comme justement dans mes photos, pour moi ce qui est très important c'est de faire passer un message et qui est un petit message de conservation on va dire. Du coup j'ai choisi le noir et blanc avec quelque chose de très minimaliste pour faire oublier l'extérieur et ramener vers l'oiseau pour montrer aussi que on a aussi quasiment la totalité de nos oiseaux qui sont en voie d'extinction. Donc voilà ce petit message pour aussi sensibiliser les gens qui viennent voir l'exposition. Ça donne une belle couleur à ta vie si je comprends bien. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai aperçu ta maison. Alors elle est belle de l'extérieur, je sais pas comment c'est dedans, tu me montres? Allez, je te montre, viens voir. Ça fait longtemps que tu es ici? On est arrivé en 2020. Alors c'est qui on? Alors c'est Florence et moi, ma compagne. Donc on a changé de vie, changé d'endroit et on est tombé amoureuse de cette maison. Mais c'est beau. Je m'attendais pas à découvrir un tel endroit. En fait, c'est une galerie, c'est ça? C'est ça, c'est une galerie d'art, un pari un peu fou. Tu vois, nos hôtes sont obligés de rentrer dans la galerie pour aller dans leur chambre. C'était une grange ici avant, hein, donc il n'y avait que la roche au sol de partout. Il y avait des ânes, des poules, enfin voilà, c'était pas du tout comme ça. Des girafes, d'ailleurs, c'est voilà. Qui a fait ces photos? Parce que là, j'admire, c'est magnifique. Alors les girafes, justement, donc c'est Florence. Voilà, comme on accueille en fait beaucoup de photographes tout au long de l'année. Et là, on est entre deux expositions de photographes. Et en attendant, du coup, on a aussi exposé nos photos. Donc celle de Florence en bas et puis les miennes à l'étage. On peut aller voir parce que alors, je suis attiré par ce que je vois. C'est allons-y. Encore de la macro, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. C'est beau, déjà. Moi, ça me provoque une émotion, mais c'est quoi? Alors, toutes les photos que tu vas trouver ici, c'est de l'eau, alors sous toutes ses formes. Et celle-ci, alors ces trois-là, entre autres, c'est que des photos de glace. Alors, celle-ci, tu vois, par exemple, c'est la surface de la rivière qui avait gelé et qui avait fait tous ces petits cristaux.
Je vous ai préparé un petit rafraîchissement avec ce beau temps. Je pense que ça fera du bien. Eric, je te présente Bonjour, Florence. Enchantée, Eric, Florence. ravi de vous accueillir chez nous. Alors j'admirais tes photos, c'est toi qui as fait les photos de girafes, De c'est girafes, tout à fait. Voilà, au rez-de-chaussée, ce sont mes photos. Et ça s'appelle Twiga, parce que c'est une ode aux girafes. Donc Twiga, ça veut dire girafe en swahili, qui est un des dialectes africains. Et donc voilà, effectivement, c'est mon exposition, oui. ça? T'as toujours été photographe, toi? Pas du tout. Moi, je suis vétérinaire et je resterai toujours vétérinaire de cœur, mais j'ai changé complètement voilà, de vie privée et professionnelle il y a 2 ans maintenant. Donc, j'ai raccroché ma blouse, comme j'ai l'habitude de le dire. Et la photographie est une de mes passions. Et donc, voilà, changement de vie pour m'y consacrer encore plus. Vous organisez des stages photos à l'autre bout du monde, en Afrique australe, en Namibie, des lieux donc paradisiaques. Oui. La Dordogne soutient la comparaison. Ah oui. Oui, pour d'autres raisons, d'autres critères, mais oui, tout à fait. Non, sincèrement, c'est vrai qu'on a ce côté, alors même si c'est plus urbanisé, évidemment, mais enfin, ça reste une région quand même où il y a encore beaucoup de petits coins laissés à la nature. C'est riche en patrimoine, en culture. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde. La France, en général, on a quand même un On merveilleux a un des pays. plus beaux pays du monde, voilà. c'est vrai. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir fait découvrir votre joli nid d'amour, parce que je trouve que c'est un nid d'amour, voilà. Et puis, je vous propose de traquer. Merci à vous, ça a été un plaisir. Comment on se retrouve, Nathalie? Coucou. Tu es venue en force, là, dis-moi. Je suis venue en famille avec mes enfants Nina et Hugo. Bonjour. Allez, viens. Je vais t'emmener à un endroit super sympa où on va pouvoir faire du sport. Super. T'es parti. C'est parti. Allez, vas-y Nina, je vais faire une petite photo. Je suis là pour le travail, je suis là pour faire un reportage en fait sur ce site touristique. Donc voilà, on s'amuse, j'emmène mes enfants parce que j'aime bien faire des choses avec eux aussi, les mettre en scène. Alors, je comprends donc dans ton approche, t'es pas un annuaire touristique, aller voir tel château. Tu parlais d'expérience, mais d'expérience familiale en fait. Oui, il y a de tout en fait. Et l'expérience familiale, ce qui est bien, c'est que ça me permet de mettre en situation mes enfants pour montrer aux gens, voilà, quand vous venez en Périgord, il y a des beaux hôtels, il y a des bons restaurants, mais il y a aussi des activités sportives à faire, touristiques, culturelles. Donc moi, j'aime bien les emmener avec moi pour montrer tout ça. Allez, Hugo, Allez Hugo, t'avances bien, bravo. allez vas-y mon cœur. Tu t'assois dans le baudrier, c'est parti. Tu sais ce qui m'a frappé pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble, c'est que t'as le sourire en fait, quasiment tout le temps. Parce que je suis heureuse de vivre là, donc vas-y. Pour terminer cette émission, je vous emmène dans un endroit que je ne connais pas, mais que Nathalie m'a recommandé, un endroit qui se mérite parce que nous sommes au sommet de la Côte de Jord. Et il y a, paraît-il, un panorama exceptionnel. Eh bien, elle avait raison. Regardez ça, on embrasse là toute la vallée de la Vézère. J'ai toujours trouvé, moi, que la Dordogne, c'était une terre généreuse pour les gens qui, comme moi, aiment visiter des châteaux, faire des balades ou admirer des beaux panoramas, comme s'il y avait ici un petit quelque chose en plus inexplicable. Enfin, inexplicable. Henry Miller, qui est un grand écrivain américain et qui est venu ici après-guerre, avait lui proposé une explication à ce mystère. Il disait que si l'homme de Cro-Magnon s'était installé ici, c'est parce qu'il était très intelligent, mais aussi et surtout parce qu'il avait un sens très développé de la beauté. Cela faisait du Périgord, je le cite, un lieu éternellement sacré pour l'homme. C'est peut-être ça la définition du paradis.